Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir va nous sortir justement des marchés boursiers, des marchés liquides, des marchés d'actifs cotés pour s'intéresser aux non cotés et au private equity avec comme horizon les perspectives 2024 pour cette industrie du capital investissement. C'est Louis Huetz, le président pour la France du fonds d'investissement Waterland, qui est à mes côtés en plateau pour ce dernier quart d'heure. Louis, bonsoir. Bonsoir, Greg. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, alors les investisseurs regardent toujours devant, mais je voulais quand même qu'on prenne le temps de dire un mot de ce qui s'est passé au cours de cette année 2023 et même depuis le choc monétaire engagé par les banques centrales. Il semble, on en discutait juste avant, il semble que les marchés nous disent que le pic du resserrement monétaire a été atteint au cours de cette année 2023 et qu'on aura même peut-être une détente du coût du capital, du coût de la liquidité peut-être pour les prochains mois et les prochains trimestres. Qu'est-ce que cette séquence quand même de choc monétaire a impliqué alors pour l'industrie du private equity, mais quels enseignements vous retenez quand même de ce qui a été un stress test historique quand même pour cette industrie? Alors, en fait, le stress test, il a véritablement commencé, alors non pas avec le Covid, qui a été amorti par le quoi qu'il en coûte et par les injections de liquidités massives, mais avec le choc inflationniste en fait, qui a suivi l'invasion de l'Ukraine. Donc ça, c'était en février 2022, et par la suite, effectivement, le choc monétaire pour juguler l'inflation, et ensuite, depuis quelques trimestres maintenant, un ralentissement économique également. Donc finalement, c'est ces trois effets qui quelque part se sont succédés et qui ont impacté tout l'ensemble de l'économie et notamment les sociétés des portefeuilles de private equity. Alors ça s'est traduit par quoi? Essentiellement, les effets ont été des effets éventuellement négatifs sur certaines sociétés du portefeuille, notamment celles qui ont souffert de l'inflation parce qu'elles ont eu des difficultés à répercuter les hausses de coûts sur leurs prix. On peut parler notamment des sociétés qui opèrent dans des environnements où il y a des tarifs réglementés. On peut parler de la santé, par exemple, est un bon exemple, ou la prise en charge des personnes âgées, etc. On a le deuxième effet qui est l'effet lié à la hausse des taux et au resserrement monétaire, qui est en fait un resserrement qui a aussi donné lieu à un resserrement du crédit. Donc, qui dit resserrement du crédit dit baisse des valorisations et ralentissement du nombre de transactions. Et le troisième effet, donc, qui est un effet, je dirais, plus un effet confiance, quelque part, qui fait que le nombre de levées de fonds et le montant des capitaux levés par le private equity a décru en 23 par rapport à 22. Alors nous, on n'a pas été impacté chez Waterland puisque nous avons réalisé notre levée de fonds en 23 à hauteur de notre hard cap de 3,5 milliards, mais dans l'ensemble du marché, il y a eu quand même un impact assez significatif. Oui, je voulais votre regard sur l'ensemble de l'industrie. On va parler de Waterland plus précisément. Est-ce que vous estimez aujourd'hui comment vous voyez la nouvelle normalité, notamment en termes de coûts de financement, de coûts du capital? Est-ce qu'on imagine revenir à quelque chose qui ressemblerait à l'état antérieur? Pas du tout. Et qu'est-ce que ça change dans une industrie qui transforme quand même du capital pour créer de la valeur, Louis? Alors, on espère bien sûr un retour le plus rapide possible à des taux bas, parce que qui dit taux bas dit facilité de financement et dit possibilité d'accompagner encore mieux la croissance des entreprises. Après, si on est réaliste, il est probable qu'il y aura une détente monétaire dans l'année qui vient. En tout cas, ce sont les scénarios qui sont aujourd'hui annoncés. Mais un retour à des taux du niveau Covid ou des années proches des 0% pour les taux directeurs, c'est probablement pas quelque chose qu'on peut envisager dans les 2-3 prochaines années. Personne dans l'industrie se cale sur cette idée-là aujourd'hui. Ne se cale sur cette idée-là. Donc nous calons sur un retour à une inflation, en tout cas nous, sur un retour à une inflation faible, un retour à des taux plus faible, mais quand même de l'ordre de 2 à 3% pour les taux directeurs. Et en ce qui concerne l'économie, après une année 24 qu'on annonce quand même une année plutôt de stabilisation, probablement pas de récession, mais en tout cas d'économie relativement atone, à une reprise de la croissance par la suite. C'est ça, avec évidemment
toujours une grosse disparité entre les secteurs en termes de croissance économique. Nous investissons sur les secteurs qui ont des dynamiques de croissance long terme favorables. On peut parler de la transition énergétique, on peut parler de la digitalisation notamment, du loisir et du luxe, et du développement durable, ainsi que du vieillissement de la population. Voilà, ce sont nos secteurs d'investissement. Nous pensons que ce sont ceux qui vont repartir le plus rapidement, qui ont d'abord le moins souffert et qui vont également repartir le plus rapidement après, en sortie de crise. Intéressant, là aussi cet enseignement, les 4 grandes tendances sur lesquelles vous êtes positionné en tant qu'investisseur, c'est des tendances qui restent complètement valables après ces 3-4 années de polycrise, pour reprendre le terme adopté aujourd'hui, Louis. Il n'y a pas eu de remise en cause de ces tendances identifiées comme séculaires. Non, il n'y a pas de remise en cause de la stratégie d'une façon générale qui inclut donc les 4 tendances d'investissement et qui est également notre stratégie, c'est aussi d'accompagner les entreprises sur de la croissance accélérée, notamment par croissance externe et sur de l'internationalisation au niveau européen, au niveau mondial. Et ça, cette stratégie, cette focalisation sur les quatre dynamiques qu'on a évoquées et cette création de valeur par l'accompagnement de la croissance et de la consolidation des marchés, on pense ça reste complètement valable. Ça reste complètement valable. Et je dirais même que la situation 2024, où quelque part qui est un peu une situation d'attente, ça donne aussi des opportunités. C'est aussi le moment pour des sociétés de se positionner, pour consolider des secteurs, pour faire des acquisitions à l'étranger. Nous venons d'annoncer par notre plateforme Honoré, qui fait de la pâtisserie surgelée, vient de réaliser une acquisition importante au Royaume-Uni, Cake Smith, sur une société qui est en croissance, qui est portée par les dynamiques de consommation hors foyer et de consommation plaisir aussi, sur des gâteaux plutôt de haute qualité. Donc c'est un bon exemple, si vous voulez, d'une opportunité saisie par Honoré, notre plateforme, pour faire un développement international, alors qu'on pourrait penser que c'est pas le moment, que le Royaume-Uni est impacté. C'est un marché d'acheteurs, c'est un marché d'opportunités aujourd'hui. C'est un marché d'opportunités, c'est un marché où il faut savoir choisir des sociétés sur lesquelles se positionner, mais il y a beaucoup de très belles choses à faire. Et Honoré, alors c'est quoi? C'est dans le loisir et lifestyle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Honoré, c'est le plaisir, quoi. C'est ça, pâtisserie et snacking surgelé haut de gamme. Alors c'est à la fois dans le loisir et c'est aussi de l'outsourcing, puisque c'est de la fabrication pour le compte des marques. Exactement. C'est pas une marque en tant que telle, c'est de la fabrication pour le compte de distributeurs. Vous le disiez en introduction, mais je veux bien qu'on y revienne. Il y a ceux dans l'industrie. Alors il y a ceux qui cherchent de la liquidité et il y a ceux qui sont apporteurs de liquidité aujourd'hui. Vous avez levé combien en début d'année? On a levé en tout 4 milliards début de l'année, avec 3 milliards 6 sur notre flagship fund, qui est le fonds principal, donc qui investit sur des opérations aux côtés des entrepreneurs pour les aider ensuite à faire de la croissance externe, et 500 millions sur un fonds de continuation qui, lui, prend des participations minoritaires quand nous revendons une société aux côtés des sponsors qui les achètent. Donc en fait, on a cette double stratégie. Au total, stratégie principale avec le flagship fund et stratégie d'accompagnement des participations que nous revendons avec ce fonds secondaire. Et au total, ça fait une levée d'un peu plus de 4 milliards. Ouais. Et cet argent-là, il est déjà en cours de déploiement. Comment on caractérise? C'est un marché d'acheteurs, un marché d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. On n'est pas encore dans le grand moment où les opportunités sont à nos pieds. Je pense que les opportunités, elles sont là. Elles étaient là dans la période Covid, alors sur des valorisations peut-être plus élevées, mais elles étaient quand je dis opportunité, ça tient compte effectivement de la valo et du prix. Exactement. Il y a toujours des opportunités, en fait. L'opportunité, pour nous, c'est l'entrepreneur qui va se dire, voilà, maintenant, j'ai besoin d'un partenaire pour accélérer ma croissance, pour me développer à l'international, pour faire des acquisitions en Europe du Nord, Europe du Sud, États-Unis. Et donc, je cherche ce partenaire, je fais une opération avec lui et ensuite, je déploie des capitaux sur le marché. Donc, finalement, nous, c'est vraiment le fait d'avoir cette population d'entrepreneurs qui a confiance en l'avenir et qui est prêt à lancer ce type de stratégie qui crée des opportunités pour nous. Alors, et finalement, c'est pas tellement lié au cycle. Il y en a sur des cycles baissiers, il y en a sur des cycles haussiers. Alors, ça va pas forcément être sur les mêmes secteurs, mais il va toujours y en avoir. Et là, en ce moment, on en voit
pas mal. Ouais. Comment vous regardez également, alors ça a été un des marqueurs depuis peut-être une paire d'années maintenant, l'idée qu'on veut apporter à des clients particuliers, des clients retail, l'opportunité d'investir justement dans des stratégies de capital investissement, dans des stratégies de private equity. Moi, je regarde ça aussi du point de vue de l'industrie du private equity. Vous disiez les levées de fonds étaient plus compliquées, pas pour Waterland, mais pour l'ensemble de l'industrie. Et donc, certains acteurs sont très séduits par l'idée d'aller chercher la liquidité que les particuliers pourraient apporter. Comment vous regardez ce phénomène ? Est-ce que ça vous paraît intéressant, pertinent d'aller chercher de la liquidité au-delà de vos LPs traditionnels avec un nouveau bassin de partenaires potentiels pour vos stratégies ? Alors, oui, bien sûr, c'est intéressant. C'est quelque chose, ça peut être une source de capitaux. Alors, le private equity, il faut peut-être dire aussi aux téléspectateurs en quoi c'est intéressant. C'est une classe d'actifs qui, depuis toujours, en tout cas depuis une bonne trentaine d'années, délivre des rendements plus élevés. Simplement, comme elle est moins liquide... On est en amont de la création de valeur. Enfin, là voilà. Où la valeur la plus forte arrive à être créée. C'est ça, pour un certain nombre de raisons. Alors, il peut y avoir l'effet de levier, il peut y avoir le fait qu'on est sur des entreprises plus petites. Donc, j'entendais... Oui. Il y a toujours une décote, comme disaient vos invités tout à l'heure, par rapport aux entreprises plus grosses. Donc, vous compensez la décote en aidant cette croissance. Et puis, il y a le fait aussi que le private equity est un actionnaire actif, accompagnant et qui joue un rôle un petit peu différent de celui que va jouer un actionnaire plus dilué, peut-être oui. moins responsable et moins engagé. Donc c'est ça qui fait la différenciation des private equity. Donc c'est une classe d'actifs qui est peut-être qui est sûrement moins liquide, peut-être plus risquée et qui a des rendements plus élevés. Donc ça peut présenter un intérêt pour les particuliers, bien sûr, de participer à l'aventure private equity. Après, alors nous... Chez Waterland, notre base de LP, donc d'investisseurs, c'est une base très institutionnelle, de grands institutionnels européens, nord-américains essentiellement. Et cette base, finalement, nous donne indirectement accès au marché des particuliers via des fonds de fonds qui peuvent eux-mêmes être en relation avec des gestionnaires d'actifs, des gestionnaires de patrimoine, etc., via des compagnies d'assurance et via des fonds de pension. Mais la relation directe entre le private equity et l'épargnant... C'est un autre métier. C'est un autre métier. C'est une autre approche. C'est une autre approche. Ça implique beaucoup de choses très très différentes dans la gestion dans la gestion du fonds. Et c'est pas un pas que nous aujourd'hui on va réaliser. Il y a je sais qu'il y a des confrères qui réfléchissent ou qui sont peut-être plus avancés. Nous, on a notre base d'investisseurs qui eux-mêmes sont en contact avec l'épargnant final. Mais on n'est pas engagé aujourd'hui dans une démarche de désintermédiation. Très clair. Bon, on verra jusqu'où cette histoire nous porte, parce que c'est vrai que on est quand même dans le sens de l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'on voit de ce côté-là. Merci beaucoup, Louis. Merci d'être venu nous éclairer sur cette année pour le private equity et les perspectives 2024 avec un marché d'opportunités désormais tel que vous l'identifiez. Louis Wietz, le président pour la France du fonds Waterland, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Merci.